préparez à venir vous installer aux États-Unis, tout est prêt, visa, école, job. Une question subsiste et pas des moindres, le logement. Faut-il acheter? Faut-il louer? Est-ce qu'on peut s'y prendre à l'avance ou est-ce qu'il faut absolument être sur place? Le marché immobilier de New York est à la fois très compétitif et ça peut paraître assez étourdissant aux non-initiés. Aujourd'hui, je reçois Yann Rousseau, qui est Managing Partner chez Barnes New York. Ensemble, nous allons évoquer la situation immobilière résidentielle dans le secteur de New York et répondre à vos questions. Bonjour Yann. Bonjour Anne-Fleur. Vous êtes vous-même expatrié à New York depuis un peu plus de 10 ans, c'est ça? Un peu plus de 10 ans aux États-Unis et un peu plus de 6 ans maintenant à New York. Peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez nous présenter en quelques mots Barnes New York? Oui, avec plaisir. Écoutez, on est l'implantation locale de Barnes International Realty, qui est tout simplement l'agence leader en France et en Suisse et en Belgique et dans beaucoup d'autres pays d'Europe. On est représenté dans une vingtaine de pays à travers donc 130 agences. Et donc cette agence new-yorkaise, couplée à l'agence de Larchmont dans le Westchester, couvre en fait ce qu'on appelle le Tri-State Area, donc New York, New Jersey, Connecticut. Et on a donc à ce stade une vingtaine d'agents qui parlent 12 langues et bien évidemment le français en premier. Et on fait donc beaucoup de résidentiel et un petit peu de commercial également. Et on accompagne nos clients, que ce soit sur de la location, tant locataire que propriétaire et gestion locative, que bien évidemment sur l'acquisition et la vente. Donc de nouveau sur New York City, le Westchester, le Connecticut, proche Greenwich et la partie plus proche de New York pour ce qui concerne le New Jersey, Brooklyn, Queens. D'accord. Et donc avec toutes ces langues et ce que vous faites, j'imagine que vous travaillez avec beaucoup d'expatriés? Oui, c'est tout simplement c'est notre cœur de métier, je dirais. On doit avoir sans doute 50%, je pense au minimum de nos clients qui sont des investisseurs étrangers ou parfois de la diaspora ou bien évidemment des expatriés. Donc des personnes qui viennent s'installer, qui font un investissement ou qui prennent une résidence secondaire, un pied-à-terre. On a un petit peu tous les scénarios. Et travaillant beaucoup notamment la clientèle francophone et française et connaissant les endroits d'implantation donc de ces clients, c'est pour ça notamment qu'on a ouvert à Larchmont dans le Westchester, donc proche de la French American School of New York, et qu'on a évidemment notre empreinte sur New York City pour tous les expatriés qui viennent se mettre à New York City. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris également une licence dans le New Jersey pour pouvoir accompagner donc nos clients qui se mettent donc proche de New York City toujours, mais de l'autre côté de l'Hudson. Quand on s'intéresse au marché américain, je pense notamment à nos auditeurs français, il y en a beaucoup qui vivent à l'étranger ou qui sont en projet, en tout cas, de partir à l'étranger. On découvre énormément de nouveaux termes et une vraie nouvelle manière de faire, en tout cas par rapport au code de ce qu'on connaît en France. Aujourd'hui, on va parler de New York plus spécifiquement. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de comment fonctionne le marché immobilier à New York? Alors, c'est une question très vague, alors, disons, par exemple, on va se mettre dans un premier cas de figure. Disons que je veux acheter un bien. Quelles sont les grandes différences avec la France quand c'est un projet que l'on a? Je dirais la plus grande différence, elle est inhérente au marché immobilier américain au sens large et donc a fortiori marché new-yorkais. C'est ce qu'on appelle un marché ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme commune à l'ensemble des agents immobiliers licenciés qui s'appelle dans le reste du pays le MLS, Multiple Listing System. New York aime bien faire les choses différemment. Donc pour la petite histoire, à New York City, ça s'appelle le RLS, donc le Residential Listing System. Donc en fait, en pratique, tout agent immobilier qui se respecte a accès donc à cette plateforme et donc peut vous présenter, vous en tant qu'acquéreur, l'ensemble, la quasi-totalité des biens sur le marché. Parce que la quasi-totalité des biens sur le marché à tout moment sont sur cette plateforme. Après, il y a évidemment toujours un petit peu d'off-market, ce qu'on appelle. Ça reste très marginal, donc ce n'est pas vraiment la peine de le mentionner. Donc autant en France, vous avez besoin d'aller frapper à la porte de toutes les agences pour savoir ce qu'ils ont en mandat, ce qu'ils ont à vous proposer. À New York ou dans le reste du pays, de nouveau, a priori, si vous avez une agence avec qui ça fonctionne bien ou un agent avec qui le courant passe bien, vous sentez qu'ils sont professionnels et à votre écoute, ils vont être en mesure de vous présenter vraiment l'ensemble des biens sur le marché. Ça, c'est, je dirais, une des différences notables. Je me permets juste de réagir par rapport à ce système. Est-ce que du coup, le fait qu'il y ait ce système, donc RLS ou MLS, selon où on se trouve dans le pays, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusivité comme on connaît en France? Alors les mandats en fait de vente sont en majorité exclusifs, c'est-à-dire que effectivement, merci de le préciser, c'est-à-dire qu'en fait vous, en tant qu'acquéreur,
En théorie, vous allez utiliser votre propre agent et en face, le vendeur aura son propre agent. L'agent du vendeur a, lui, l'exclusivité du mandat de vente. Voilà. En fait, on a comme des mandats d'acquéreur. Mais c'est ça aussi, effectivement, une différence qui est assez, voilà, qui est assez notable, je dirais, avec le marché français. Souvent, dans la très grande majorité des cas, encore de nouveau, vous aurez deux agents. Un agent côté vendeur, un agent côté acquéreur. Notamment encore, et alors après, la situation tente à évoluer. Mais à ce jour, les compensations des agents immobiliers, on ne parle plus de commission, on parle de compensation maintenant. Les compensations des agents immobiliers sont bien sûr négociables en permanence, mais encore dans la majorité des cas, elles sont payées par le vendeur. Historiquement, voilà, dans la plupart des cas, les commissions étaient payées c'était des commissions qui étaient payées par le vendeur. Donc maintenant, la législation évolue. Mais il se trouve qu'en pratique, ça reste encore le cas. Donc pour un acquéreur français qui va venir aux États-Unis, il va normalement parler à un agent qui va s'occuper de lui à 100% de son temps. Et en théorie, il ne devrait pas avoir à le payer directement. Voilà. Ok, très bien, merci pour la clarification. Vous disiez qu'il y avait d'autres grandes différences que vous vouliez évoquer? Il y a une différence notamment sur les appartements, c'est-à-dire qu'en fait, et là, ce qui est propre au marché new-yorkais, en fait, il y a deux types de copropriétés à New York, qui sont les condominiums et les coopératives. Donc, toute personne qui a commencé à rechercher des appartements va commencer à voir, et notamment, en fait, donc, va voir condo, coop, sans savoir vraiment de la différence, mais il y aura une vraie différence de prix. Alors, il y a une différence légale qui fait peu d'intérêt, j'ai envie de dire, mais bon, pour la faire assez courte, en fait, le condominium, c'est à peu près la copropriété française, c'est-à-dire que vous êtes titulaire d'un titre de propriété pour votre appartement et un pourcentage des parties communes. La coopérative, vous êtes en fait propriétaire de parts dans la société qui détient le bâti. En réalité, en fait, en pratique, vous avez quand même bien évidemment l'usage de votre appartement. Alors le condo, vous payez votre taxe foncière. La coop, c'est l'ensemble des propriétaires qui payent une taxe foncière pour le bâti. Donc c'est-à-dire que vous avez vos charges mensuelles. Alors pour ceux qui investissent dans le pays, aux États-Unis, ils parlent souvent de HOA fees, Homeowners Association fees. Il se trouve qu'à New York, de nouvelle manière, on fait toujours avec un petit vocable différent. Donc, on parle de common charges. Donc, si vous êtes en condominium, vous allez avoir vos common charges et votre property tax, votre taxe foncière. Si vous êtes en coop, vous n'aurez que vos common charges. Donc ça, c'est une différence notable entre les deux. Mais la vraie différence, en fait, entre la coop et le condo, c'est que l'usage de la coop est beaucoup plus restrictif. Il est rare qu'une coop autorise la location, ou du moins la location de longue durée. Il est rare qu'une coop autorise le financement, ou disons c'est assez restreint. Il est rare qu'une coop autorise l'achat en société ou la donation aux enfants. Voilà. Donc c'est très restrictif à l'entrée et à la sortie. C'est aussi pour ça que c'est en général moins cher. Simplement, les coops peuvent 20-30% moins cher en fait qu'un condominium. Mais c'est aussi le parc le plus important. Donc voilà, d'où l'intérêt d'être accompagné donc par un agent qui pourra vous expliquer ces différences. Et à noter aussi que parfois sur la coop, le foncier, c'est-à-dire le terrain sur lequel est bâti le bâtiment, n'appartient pas nécessairement à la coop. En fait, la coop, la société des copropriétaires, peut avoir un bail comme un bail emphytéotique d'une durée longue, mais parfois on arrive en fin de bail. Où le terrain ne vous appartient pas. Donc, quand il faut renégocier la location du terrain ou quand le propriétaire décide de récupérer le terrain, forcément, ça rend la chose très complexe. Ah ouais, il faut être hyper vigilant là-dessus, du coup. Effectivement, se faire accompagner, c'est important. Est-ce qu'on peut se lancer dans ce type d'investissement en étant étranger, en étant pas américain, et je pousserais même en n'étant pas résident permanent, la fameuse carte verte? J'imagine qu'il y a différents cas de figure ou pas du tout? Pour faire l'acquisition d'un bien, non, il n'y a pas besoin d'être ni résident, ni immigrant, ni carte verte, ni ESTA, ni rien, peu importe, on peut faire. Et Ok. nous, Du moment qu'on paye. voilà, exactement, du moment qu'on paye. Et donc évidemment, on travaille, nous, avec des sociétés d'investissement, notamment en France, en Suisse. Donc, ce sont des family office ou des gestionnaires de fortune on a des clients qui mettent tout simplement pas les pieds aux États-Unis, qui n'ont aucun intérêt, mais qui achètent malgré tout des biens. La chose à savoir, par contre, et là je ne suis pas un spécialiste d'immigration, mais à force, au bout de 10 ans, on commence à avoir quelques notions. On devient résident fiscal aux États-Unis, quand bien même on n'est pas sans carte verte ni droit de séjour, à partir du moment où on y passe plus de 6 mois dans l'année. Donc ça, c'est chaque année. Mais il y a aussi une formule de calcul, c'est-à-dire qu'on prend en compte vos séjours des 2 années d'avant et l'année précédente et de l'année en cours, une petite formule de calcul. Donc en fait, il faut faire très attention parce que quand bien même en année 1, 2 ou 3, on n'a pas dépassé les 6 mois, on se retrouve à devenir résident fiscal et donc à devoir déclarer ses revenus mondiaux auprès des États-Unis parce qu'on a passé plus de, en moyenne, c'est 4 mois, quoi. Voilà. Donc il faut faire assez attention à ça.
Mais bon, pour voilà, répondre à votre question, on peut faire l'acquisition d'un bien, aux États-Unis, l'utiliser en pied-à-terre, venir, voilà, quelques semaines, quelques mois par an, sans avoir de résidence, de droit d'immigration et sans avoir de résidence fiscale là-bas. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres différences, que vous vouliez aborder sur, l'achat ou est-ce qu'on peut parler de la location? On peut parler de location, je pense que dans l'achat, c'est à peu près les grandes nuances. Ouais. Alors, est-ce que de la même manière, est-ce que c'est possible de louer lorsqu'on est sur Visa? Je vais partager, des retours que j'ai eus de pas mal, d'auditeurs et d'auditrices et spécifiquement à New York. C'est pas tant qu'on peut pas, de ce que je comprends, mais c'est qu'il y a tellement de compétition qu'on a tendance à choisir des visas très, très stables et très long terme, si c'est le cas. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, alors la loi new-yorkaise est très protectrice, des locataires et la loi new-yorkaise évolue en permanence et de nouveau, les nouvelles avancées législatives ont encore renforcé, en fait, le statut de protection des non-résidents, des étrangers, de tout ça. Après il y a la loi, il y a la pratique, hein. En réalité, il est vrai, quand on est expatrié, ça rend les choses, souvent plus complexes. Donc, on n'a pas de ce qu'on appelle de credit score. Le credit score, c'est un score qui vous est attribué, disons, par les organismes de crédit qui est C'est une fonction de votre capacité à historique. rembourser, sa Voilà. dette, quoi? Fonction de votre historique bancaire aux États-Unis, et bon, c'est quelque chose qui prend du temps à se créer, donc ça, vous n'avez pas, donc c'est pourtant un bon indicateur souvent. Vous pouvez avoir une lettre de votre employeur, mais vous pouvez ne pas avoir de salaire, parce qu'évidemment, si vous êtes expatrié, vous n'êtes pas encore arrivé sur votre nouvelle structure. Donc il peut y avoir pas mal de choses, en fait. La réalité, c'est que chaque cas va être différent et chaque cas va être traité par un propriétaire différent. Donc c'est le rôle de votre agent de vous accompagner et de prendre le maximum d'informations possible, de donner le maximum de clarté possible auprès du propriétaire pour qu'il puisse effectivement considérer positivement cette demande. Il y a une possibilité qui est souvent en fait utilisée, je dirais pas en dernier recours, mais qu'on utilise malheureusement fréquemment pour pouvoir faire passer le dossier expatrié, qui est comme l'équivalent d'une garantie locative auprès d'organismes tels, voilà, il y a Security, the Guarantors, et en fait ce sont des compagnies d'assurance qui vont assurer tout simplement votre profil et votre loyer auprès du copropriétaire. Ça vous coûtera, voilà, malheureusement 3 à 4 semaines, 3 à 4 semaines de loyer pour pouvoir avoir cette assurance, mais c'est parfois le seul moyen en fait de passer outre ces régulations. À noter, pour revenir encore sur la coop notamment, parce que c'est valable qu'on soit locataire ou qu'on soit acquéreur, et malheureusement on vient d'avoir un cas incidemment il y a moins de 20 minutes, donc voilà, on est en plein dedans. Une coop peut refuser un dossier de locataire ou d'acquéreur et sans avoir à se justifier. Donc quand vous allez Donc en faire... plus du propriétaire? Voilà, vous avez votre accord avec le propriétaire. Alors là, dans le cas d'espèce, on est sur une location et ce ne sont même pas des expatriés, ce sont pourtant des Américains, donc c'est d'autres dimensions, mais disons que ça peut arriver. Vous avez votre accord avec le propriétaire, vous avez signé votre bail, vous avez payé les frais d'application auprès de la coopérative vous refuse sans autre forme de procès. Et ça peut également arriver sur des acquisitions, ce qui est notamment plus frustrant pour le vendeur, parce que la coopérative, quand bien même il avait trouvé un acquéreur qui prenait son bien au prix qu'il le voulait, lui dit finalement non, on n'en veut pas. Et on n'a pas à justifier. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent, parce que je sais qu'ils ne se justifient pas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent gagner ces gens-là? Et, on a eu, voilà, de nouveau quand ça fait moi personnellement 10 ans que je fais ça, mais ça fait 15 ans je crois qu'on a implanté ici, on a eu un peu tous les scénarios, donc on peut avoir des coopératives qui ont, disons, un tropisme particulier pour un certain type de clientèle. On peut avoir une cooptation XYZ. On peut avoir tout simplement un antagonisme fort entre le vendeur ou le propriétaire de l'appartement actuellement et le board des propriétaires. Il peut y avoir beaucoup de cas. Donc de nouveau, ça c'est quand on n'est pas accompagné, c'est compliqué de l'appréhender comme risque, c'est compliqué de le gérer par la suite. Donc voilà, petite particularité malheureusement difficile à appréhender. Alors, du coup, une question qu'on reçoit, souvent, c'est est-ce que, ça vaut le coup de se prendre, en fait, de commencer à chercher son logement avant d'arriver, sur New York? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre d'être sur place? Alors forcément, c'est super de voir les choses en personne, mais parfois on n'a pas toujours ce luxe-là. Est-ce que, justement, en fait, par rapport, à ces différences, que vous évoquez, vous conseillez plutôt aux gens d'attendre, d'être sur place ou pour avoir plus de garanties, pour avoir plus de choses à fournir ou pas particulièrement?
Non, c'est qu'en fait, là, il faut savoir que le délai d'obtention d'un logement, alors si on parle d'acquisition, si on fait une acquisition en cash, on parle de, allez, 4 à 8 semaines, selon si justement on a une copropriété qui est un peu complexe ou pas. Si on est financé, ça peut prendre encore un mois de plus, voire 2 mois de plus. Donc, il faut savoir un petit peu les Financer voulait délais. dire qu'on a un prêt Qu'on a pour après, l'acquisition? voilà, oui, oui. Donc, il faut savoir un petit peu les délais. Si on est en location, ça peut prendre quand même malgré tout, voilà, dans le meilleur des cas, 2 semaines, ça peut aller à 4 à 6 semaines. Donc, il faut savoir, faut être un peu au courant de ces délais. J'ai tendance à dire, quand on fait l'exercice une fois, c'est-à-dire quand on prépare une offre avec tous les documents, qu'on prépare une application, bah, après, on va beaucoup plus vite. Donc, j'ai envie de dire, il faut quand même essayer de faire l'exercice assez rapidement malgré tout. Nous, évidemment, maintenant, c'est vrai qu'avec voilà, la technologie, on peut quand même arriver à bien s'imprégner, je pense, de l'appartement en étant à distance. Nous, évidemment, on fait des visites virtuelles, ce genre de choses. Maintenant, ils ont des plans 3D. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent permettre d'être assez rassurés. Mais après, quand on connaît pas le quartier, c'est sûr. Savoir aussi qu'à New York, une autre particularité, c'est que la location de courte durée est interdite. Ah Dans oui, les depuis grandes peu, lignes, avec ouais. les Airbnb qui sont interdits par la loi? Donc dans les grandes lignes, voilà, à part quelques exceptions, voilà, en location en dessous de 30 jours sont interdites. Donc forcément, ça rend la chose un peu compliquée en disant: «Je vais arriver, je vais prendre un Airbnb, je vais voir comment ça se passe». Donc après, faire des locations, d'un mois sur l'autre, donc c'est-à-dire faut s'engager probablement sur un premier bail d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a peu de locations qui le font déjà. Ou aller à l'hôtel, bien évidemment, ou bah, vous traversez le Hudson, ou vous remontez un peu plus loin, vous sortez de New York City pour aller chercher un Airbnb. Et tous les scénarios sont possibles. Nous, on accompagne en fait, voilà, on essaye d'obtenir, disons, les paramètres de recherche, quels sont les délais un peu incompressibles. Beaucoup de nos clients ont leur société qui leur paie effectivement un logement, qui les loge pendant les quelques mois jusqu'à ce qu'ils trouvent un logement, donc c'est évidemment plus simple. Mais tous n'ont pas ce luxe, hein, donc il faut faire en fonction de chaque cas. Alors, vous le disiez en introduction, Barnes New York, enfin Barnes en général, Barnes International, se spécialise dans l'immobilier de luxe. Ça veut dire quoi exactement immobilier de luxe? Ça peut être intimidant. Ça peut être intimidant. Alors après, évidemment, chacun a sa notion ou son palier du luxe, hein. La réalité, c'est qu'acheter un bien à New York, ça va vous coûter au minimum, à New York City, au minimum 500 000 $. Donc d'aucuns vous diront c'est déjà du luxe et ils auront tout à fait raison. Pareil pour une location, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, quand on est sollicité par des étudiants ou des gens qui sortent de l'université qui nous demandent, ben moi, ne serait-ce que pour louer une chambre, ça va me coûter combien? Eh ben, sur New York City, louer une chambre, mais pas un appartement, ça va coûter déjà au minimum 2000 voire 2500 $ par mois. Donc on parle déjà, à mon sens, de luxe, d'où je viens. Après, voilà, après le luxe, on parle des 10%, voilà, du segment des 10% le plus onéreux, ou disons à partir de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars, c'est à peu près le seuil d'entrée. Bon, ça fait quand même, voilà, il y a une quantité astronomique de biens qui se vendent au-delà de 4 millions de dollars à New York. Et si on va sur d'autres destinations qu'on traite également, notamment les Hamptons, notamment Greenwich dans le Connecticut, bah c'est la norme. C'est-à-dire que le prix médian de la transaction actuellement à Greenwich, il est, je crois, à 4 millions et demi. Donc bon, voilà, c'est sûr que c'est une destination qui est particulièrement onéreuse. Donc, Mmh. Alors, comment est-ce que le marché de l'immobilier de luxe spécifiquement, comment est-ce que ça évolue aux États-Unis et donc en particulier peut-être sur la zone de New York et du Connecticut? Est-ce que, il y a eu, comme dans d'autres régions des États-Unis, depuis le Covid, des problèmes d'inventaire? Ou est-ce que là, ça a repris? Enfin, je sais pas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation actuelle? Mmh. Et là, le marché new-yorkais est très spécifique en ce sens parce qu'il est relativement immunisé par rapport aux crises, quelles qu'elles soient, que ce soit d'ordre économique, géopolitique, que ce soit domestique, que ce soit international, Parce parce qu'il qu'en y a tellement de demandes? non, parce que la demande, elle, sera impactée par ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement, par exemple, une baisse de demande européenne quand, voilà, quand les diverses crises géopolitiques européennes sont arrivées les dernières années. On a une baisse de la demande domestique très forte en raison des taux d'intérêt. Mais le marché new-yorkais est très dynamique et il s'ajuste en fait à ça. Donc il se trouve que quand la demande baisse, l'offre baisse également et donc mécaniquement, les prix vont rester les mêmes, voire parfois vont augmenter, ce qui est assez contre-intuitif. La réalité, c'est qu'en fait, le propriétaire new-yorkais est rarement dans une urgence de vendre. Voilà. Ce sont des gens qui, voilà, on est dans une zone luxueuse avec des gens qui ont beaucoup de moyens. Et à moins d'un événement familial qui impose à ce qu'il y ait une vente, en général, ils peuvent, et ce
qu'on constate, c'est tout simplement l'inventaire baisse parce qu'ils vont attendre, ils veulent pas négocier, ils veulent pas faire de remise, donc ils vont attendre que le marché se redresse tout simplement. Donc là, on est dans une situation où 2023, évidemment, où les taux avaient doublé, les taux d'intérêt avaient doublé, donc ça avait rendu la demande beaucoup plus faible. Donc l'inventaire a baissé, donc on est sur un inventaire historiquement faible, qui était en phase de reprise en fin d'année dernière parce que les taux avaient commencé à baisser. Malheureusement, voilà, pour ce qui concerne notre secteur, après certains d'autres diront bien heureusement, les taux ont été maintenus voilà, en janvier, donc ce qui fait que le marché a de nouveau pris un petit ralentissement. Donc c'est assez calme, mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin du moins pour les investisseurs, c'est que c'est vraiment un marché qui ne baisse pas. On n'a pas de variation erratique de moins 15, plus 15, moins 20, plus 20 sur une année. Ça n'arrive pas à New York. Donc c'est très stable comme les autres places sur lesquelles travaillent nos clients, typiquement Paris, Londres, où c'est quand même relativement stable malgré les secousses. Quels sont les budgets moyens que vos clients consacrent à leur investissement en fonction des différents types de propriétés? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques fourchettes? Oui. Alors, comme je l'avais mentionné, le ticket d'entrée vraiment à, disons, New York City, ça va être $500 000 pour un studio relativement correct. Nous, on a, je dirais, trois types de clients. On a le client, l'investisseur individuel, parfois pour ses enfants, mais souvent l'investisseur locatif individuel qui va acheter dans un programme neuf. On va être sur des montants d'acquisition de l'ordre de 1 à 3 millions de dollars. C'est souvent ça. On a l'investissement plaisir, donc là vraiment le pied-à-terre. Donc ça peut être aussi voilà des individus français, mais on a voilà ce qu'on appelle le sports and entertainment. Je dirais pas célébrité VIP, mais bon, on a souvent notre clientèle un petit peu ça. Donc là ça peut aller un petit pied-à-terre assez simple, anonyme, aux alentours de 2 millions de dollars, et puis après ça peut monter évidemment sur des montants beaucoup plus colossaux, 5 millions et au-delà. Et après on a l'investisseur qui est un peu plus voilà, disons armé, chevronné, ou pas institutionnel, mais quasiment, donc les family office ou les grands capitaines d'industrie, ce genre de choses, qui eux vont vraiment acheter soit des grands appartements parce qu'ils sont en difficile chronique d'inventaire à New York, donc la performance locative est assez forte, donc là on parle toujours des investissements aux alentours de 5 millions de dollars, ou des immeubles d'appartements, ce qu'on appelle multifamily. Des immeubles d'appartements, ça peut aller de 3 appartements à 10, 15, 20. On a des budgets pareil supérieurs à 5 à 10. Et après, donc les familles d'expatriés que j'avais oublié de mentionner. Donc là, soit ils vont vouloir vraiment rester sur New York. On va avoir une demande qui va être New York City. Si on veut une maison individuelle, ça s'appelle les townhouses, les maisons mitoyennes, maisons de ville, row houses. On va avoir pas mal de demandes pour Williamsburg et pour Carroll Gardens, notamment pour Gowanus, ces zones-là où les Français s'implantent. Et si après on veut de l'espace, si on veut la grande maison et le American Dream avec 4x4 et barbecue et jardin. Westchester. Westchester, Connecticut. New Jersey aussi dans une certaine mesure également. Ah ouais. Voilà, qui va être moins onéreux que Westchester ou Connecticut et qui sera même parfois plus proche. Pour conclure, quel est le plus gros mythe ou la plus grande croyance sur l'investissement immobilier aux États-Unis ou à New York auquel vous aimeriez tordre le cou? Le marché ouvert, c'est quelque chose qui est malgré tout, à moins d'avoir fait déjà une transaction aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez étrange je dirais, à appréhender pour un acquéreur étranger. Nous, on a l'avantage quand même d'avoir la marque de confiance de Barnes, de la maison Barnes. Nos clients arrivent déjà, ils connaissent la maison, donc en général, ils vont travailler qu'avec nous. Mais des clients qui arrivent comme ça un petit peu ex nihilo, qui sont arrivés par nos efforts marketing, ils vont commencer à travailler avec un agent, puis avec un autre agent en parallèle, et 3 agents, et 4 agents, parce qu'ils se disent, faut que je vois ce qu'ils ont en mandat, et de toute façon, je vais pas leur faire confiance. Donc on se retrouve en fait à travailler en compétition avec nos homologues sur d'autres agences, et finalement à se retrouver avec les mêmes propriétés pour le même client. Donc ça, c'est vraiment un des aspects particuliers. Et après, effectivement, le mythe principal, et comme vous l'avez mentionné, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir un droit de résidence ou un droit de travail aux États-Unis pour acheter un bien, et pour bien même en profiter, même de manière sporadique. Donc on peut tout à fait faire ça tout en restant, gardant sa vie en France ou en Belgique ou en Suisse ou en Europe. On n'a pas besoin de déclarer ses revenus aux États-Unis, c'est encore moins ses revenus en Europe, aux États-Unis, pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien. Merci beaucoup Yann Rousseau. Pour vous retrouver, on mettra le site internet de votre agence dans la description de cet épisode. À très bientôt. À très bientôt, merci à vous.
Merci à Yann Rousseau ainsi qu'à Barnes New York pour leur soutien pour la réalisation de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura apporté des réponses et si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à nous écrire, on s'assurera de les poser très prochainement. Si vous souhaitez découvrir plus d'épisodes de French Expat, n'hésitez pas à remonter parmi nos quelques 300 épisodes. Quant à moi, je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.